Bonjour et bienvenue à la conférence intitulée Hannah Arendt, portrait d'une femme libre et engagée. Après avoir reçu Antonia Grünenberg, la cofondatrice et la directrice du groupe, Hannah Arendt, Katia Genel, Aurore Emregen, Yves Delaporte et Arthur Guézangard lors de la première rencontre d'auteurs le 24 février 2018, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui, dans l'ordre de passage fixé, Martine Descombissi, Arthur Guézangard, Emmanuel Faye et Aurore Emregen. La conférence est organisée par l'Association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas. Créée en décembre 2016, notre association a pour vocation de soutenir et promouvoir les démarches de recherche. Elle a pu organiser, grâce à l'Université Paris II qui nous met à disposition ces salles, un certain nombre de conférences, parmi lesquelles Paris Event on Isaiah Berlin, en présence d'Alexis Butin, Gilles Delannoy, Maria Dimova-Cookson, Marie Garot et Kai Ruta. Une journée a été consacrée aux défenseurs des droits, le 1er décembre 2017, avec la participation de M. Jacques Toubon, et une autre à des tentatives de définition de la liberté politique dans ses acceptions libérales et républicaines principales. Je souhaiterais remercier à cette fin Jean Leca, Mathilde Moreau et Paul Zavatsky. Qu'il me soit permis également de remercier Asma Bernichi et le président de l'association, André-Charles Puma, pour leur réflexion sur l'intention telle qu'elle est saisie par le droit le 28 février dernier. La prochaine activité se déroulera à la Maison de la Justice et du Droit, à Villemoisson-sur-Orge, le vendredi 24 mai, lors de la journée annuelle de l'accès au droit. Alors, quelques mots sur Hannah Arendt avant de commencer la conférence. Donc, Hannah Arendt est née le 14 octobre 1906 à Hanovre, dans une famille juive plutôt aisée et peu pratiquante. Étudiante brillante, elle suit les cours de son professeur Martin Heidegger, pour qui elle va éprouver une très grande admiration avant de suivre ceux de Husserl et de Jaspers. Sa thèse, intitulée Le concept d'amour chez Augustin, sera rédigée sous sa direction. Jaspers continuera par la suite à influencer la pensée de Hannah Arendt. De la même manière qu'Isaiah Berlin, un autre penseur de la liberté au XXe siècle, elle a déployé des qualités intellectuelles de manière précoce, à la fois historienne, journaliste et essayiste. Elle ne s'est jamais considérée, et lui non plus, comme une philosophe, apportant une critique à la tradition philosophique de Platon à Marx. Elle épargne néanmoins quelques auteurs, Montesquieu, Tocqueville, Machiavel, qu'elle cite régulièrement, et Kant. Pour reprendre la comparaison avec Berlin, lui non plus ne parvenait pas à se ranger dans une catégorie bien précise. À la fois philosophe analytique, historien des idées, un film a été récemment réalisé sur lui par Judith Weschler, Isaiah Berlin, A Philosopher of Freedom. Aujourd'hui, comme le souligne Katia Genel dans son ouvrage Hannah Arendt, l'expérience de la liberté, Arendt est pleinement reconnue comme une philosophe centrale du XXe siècle. Toute son œuvre, depuis sa thèse jusqu'à son livre inachevé La vie de l'esprit, étant éminemment philosophique et politique. Sa vie a été mouvementée. Hannah Arendt est projetée dans l'étude de la pensée politique par la force de l'histoire. En 1933, elle doit fuir l'Allemagne. Elle se réfugie alors en France, où elle suit une vie intellectuelle parisienne et rencontre de nombreux auteurs comme Sartre, Camus ou Aron. Contrainte de nouveau à l'exil en 1941, après quelques douloureuses expériences personnelles, elle embarque pour les États-Unis avec son second mari, Heinrich Bleucher. Après être restée apatride entre 1933 et 1951, elle obtient la nationalité américaine. Comme le relève sa biographe, Elizabeth Young-Brull, sa citoyenneté lui était chère. Elle l'a délivrée de sa condition d'apatride et lui donnait un rôle dans la forme de gouvernement qu'elle admirait le plus au monde, la République. C'est aux États-Unis que la vie de Hannah Arendt prend une toute autre tournure. Dans un pays
dans lequel elle a mené une carrière de conférencière et de professeure dans plusieurs universités. Elle publie en 1951 son ouvrage majeur, Les origines du totalitarisme. Elle essaye de comprendre ce qu'elle a fui, le régime totalitaire que les intellectuels allemands n'ont pas su affronter. Elle critique les compromis, elle critique aussi la philosophie. Elle publie ensuite Conditions de l'homme moderne et son recueil de textes, notamment La crise de la culture. Elle se fait remarquer également pour ses prises de position sur Eichmann, sur lesquelles Martine Lebovici reviendra, à travers le prisme du concept arendtien de banalité du mal. Elle se fait également remarquer pour sa réflexion sur l'espace public et sur la distinction entre l'œuvre, le travail et le loisir. Le jour de son décès, le 4 décembre 1975, à New York, elle laisse derrière elle l'empreinte d'une femme libre et engagée. Elle s'est engagée pour la liberté, ce concept auquel elle a conféré, à rebours du libéralisme anglo-saxon, à rebours aussi de la liberté négative, une acception néo-républicaine, proche de celle de Skinner, Petit, Barber, Taguieff et même Tocqueville dans son ouvrage de la démocratie en Amérique. Elle pose la question: qu'est-ce que la liberté dans la crise de la culture? Et essaye d'apporter une réponse à cette entreprise qui semble désespérée. Les hommes n'ont pas reçu un don, mais deux dons. Le don de la liberté et le don de l'action. Son œuvre est engagée. Elle lutte contre la contemplation et la philosophie traditionnelle. Elle a appartenu durant toute sa vie à un seul groupe, celui des sionistes, à Paris, puis aux États-Unis, de 1933 à 1943, à cause de Hitler, précisera-t-elle. À Paris, elle s'est occupée du transfert d'enfants juifs vers la Palestine. À New York, elle a publié plus de 45 articles entre 1941 et 1945 dans l'Aufbau. Sa critique s'est faite en deux temps. Elle voulait lutter en faveur d'une armée juive qui combattrait les nazis. Puis, elle a considéré que le projet sioniste avait été piégé dès le début par l'une des doctrines à laquelle elle s'est toujours opposée, l'État-nation, qu'elle considérait comme sur le point de se décomposer. Elle regrettait l'absence de coopération judéo-arabe. La conférence se composera de deux axes principaux. Martine Lebovici et Arthur Guézanga apporteront une définition au concept arendtien d'absence de pensée, de banalité du mal et de commencement. Emmanuel Faye et Aurore Emregel proposeront deux points de vue originaux sur Hannah Arendt et Martin Heidegger. On se demandera en filigrane comment Hannah Arendt, dont la judéité a toujours occupé une place prépondérante dans son œuvre littéraire et dans son fort intérieur, et Martin Heidegger, aux positions très ambiguës sur le judaïsme, ont pu partager un amour aussi irrésolu. Emmanuel Faye reviendra de manière assez critique sur le discours disculpant prononcé par Arendt sur Heidegger en 1969, tandis qu'Aurore Emregel insistera sur les deux prises de distance d'Hannah Arendt et d'Emmanuel Levinas par rapport à la pensée de leur maître en commun, Heidegger. Ces deux parties de la conférence seront suivies d'échanges avec l'assistance. Les discussions seront parfois contradictoires, mais encore une fois, le plus important est de pouvoir échanger, proposer des positions différentes, mais aussi éprouver du plaisir à deviser sur Hannah Arendt, cette philosophe politique, théoricienne aussi du politique, amie de la liberté, personnalité engagée, qui fascine tant et qui est considérée par Gilles Delannoy comme un grand auteur. Alors Martine Lebovici, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence émérite en philosophie politique. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages sur Hannah Arendt, dont un coécrit
avec Anne-Marie Roviello, intitulé « Le pervertissement totalitaire, la banalité du mal selon Hannah Arendt », publié en 2017 aux éditions Quillet. Et vous nous faites l'honneur et le plaisir d'intervenir sur le sujet suivant. Absence de pensée et banalité du mal, de quelle pensée et de quel mal s'agit-il? Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité à cet événement qui va parler effectivement de Hannah Arendt, femme libre et engagée, selon vos propres termes. Moi, je vais peut-être repartir du titre que je vous ai donné quand vous m'avez invité. Je voulais le titre suivant: absence de pensée et banalité du mal. De quelle pensée et de quel mal s'agit-il? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de ma question, à savoir de quel mal s'agit-il? De quel mal s'agit-il, excusez-moi, dans l'expression banalité du mal, qui figure dans le sous-titre d'Eichmann à Jérusalem et que le livre ne mentionne qu'une seule fois? À mon avis, il faut toujours avoir en tête le caractère oxymorique de l'expression banalité du mal, qu'Arendt n'invente pas pour être originale à tout prix, mais parce qu'elle lui semble correspondre à ce qui peut être considéré comme une énigme. Comment un tel personnage, banal, je reviendrai sur le contenu de ce terme plus tard, comment peut-il avoir commis des crimes aussi monstrueux? Le mal ici n'est pas n'importe quel mal, c'est un mal extrême, un génocide sans précédent. C'est pourquoi cette banalité du mal est toujours, selon les termes d'Arendt, terrible, indicible, impensable. Pour la pensée, on peut repartir. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi, parce que ça sera mieux. Donc, pour la pensée, on peut repartir d'un passage de l'introduction à la vie de l'esprit, dans laquelle Arendt formule la question qui s'était imposée à elle, à partir de ce qui l'avait frappé lors des séances du procès Eichmann auquel elle avait assisté. Je la cite: « L'activité de pensée en elle-même, l'habitude d'examiner tout ce qui vient à se produire ou attire l'attention, sans préjuger du contenu spécifique ou des conséquences, cette activité donc fait-elle partie des conditions qui permettent aux hommes de s'abstenir de faire le mal ?» Alors dans la traduction française dit « éviter le mal », mais c'est pour dire « that make men abstain from evil doing », ce qui est plus précis. Et là, on comprend plusieurs choses. Tout d'abord, qu'il ne s'agit pas ici de la pensée en général, mais de la pensée comme activité, de l'activité de pensée. Deuxièmement, il ne suffit pas de s'adonner à cette activité pour ipso facto être prémuni de faire le mal. La pensée ici n'est qu'une des conditions pour s'en abstenir, c'est-à-dire qu'il y en aurait sans doute d'autres. Troisièmement, à l'inverse, ne pas s'adonner à cette activité n'est pas criminel en soi, cela nous arrive très souvent dans la vie quotidienne. Et quatrièmement, on ajouterait que même si les élaborations des philosophes qui ont constitué l'activité de pensée en mode de vie, même si elles sont essentielles pour articuler ce en quoi la pensée consiste, cette activité concerne tout un chacun. Et elle n'équivaut pas au déploiement de l'intelligence, ni même à la capacité d'argumentation. On peut être très intelligent, très efficace, très rusé, très malin, raisonneur, et pourtant ne pas penser au sens qu'Arendt donne ici à ce verbe. Avant de poursuivre, je dois dire que tout ce que je vais vous exposer maintenant est issu du travail en commun que j'ai mené avec Anne-Marie Roviello et qui a donné lieu à notre livre « Le pervertissement totalitaire, la banalité du mal selon Hannah Arendt ». C'est dans ce livre que je vais piocher de quoi articuler l'absence de pensée et la banalité du mal. Dans l'introduction de la vie de l'esprit, Arendt formule sa recherche en termes positifs, puisqu'elle dit qu'elle veut s'interroger sur ce qu'est l'activité de pensée, alors que ce qui l'a motivée est la confrontation avec un homme qui lui a semblé avoir évacué toute activité mentale de cette sorte. Dans le cas d'Eichmann, l'absence de pensée engage beaucoup plus que la seule intellectualité. L'expression désigne quelque chose qu'on pourrait appeler un absentement, une façon de se rendre absent tant aux autres qu'à soi-même,
et cela est perceptible à la façon dont Eichmann se présente devant ses juges, à la façon dont il rend explicitement compte de ce qu'il a fait. En cela, Arendt a fait preuve, selon le psychiatre Daniel Zaguri, d'un remarquable sens clinique, dit-il, elle qui a repéré chez Eichmann ce qu'il appelle, je le cite, une pensée vidée de la vie psychique. Ou encore, selon un autre psychanalyste, Guylain Lévy, ce qu'il appelle une zone d'indifférence psychique. L'expression de Zaguri, une pensée vidée de la vie psychique, correspond à ce qu'Arendt développe dans La vie de l'esprit, quand elle écrit, je la cite, que penser et être vraiment en vie sont deux choses identiques. La vie psychique est expérience. Elle est faite d'une sensibilité à une extériorité qui se signale en nous par des affects, lesquels, tout en nous mettant en contact avec l'extériorité, nous mettent en contact avec nous-mêmes. L'expérience devient de la pensée, voire devient expérience au sens fort, lorsque l'immédiat est désensorialisé, représenté, ce qui nous permet d'adopter une distance réflexive par rapport à cette immédiateté et d'accéder au sens de l'expérience, un sens qui n'est jamais définitif, mais toujours possiblement révisable, voire rectifiable. Selon Arendt, la pensée est une quête de signification qui concerne, dit-elle, tout ce qui nous arrive lorsque nous sommes en vie. Cette quête, il faut ajouter, passe par le langage et par la langue. Par le langage d'abord. Je cite maintenant un passage d'un cours que Arendt a donné qui s'intitule « Questions de philosophie morale », dans laquelle on lit ceci. La pensée comme activité peut apparaître en toutes circonstances. Elle est présente quand, ayant aperçu un incident survenu dans la rue ou ayant été impliqué dans une situation, je commence à considérer ce qui est arrivé, me le racontant comme une sorte d'histoire, la préparant ainsi pour la communiquer ensuite à d'autres, et ainsi de suite. Et elle ajoute, c'est bien sûr encore plus vrai si le sujet sur lequel porte mon examen silencieux se trouve être quelque chose que j'ai moi-même accompli. Fin de citation. Donc, me raconter ce qui est arrivé, repenser à ce que j'ai fait, c'est déjà entrer en dialogue avec moi-même, après coup, et cela suppose la remémoration. Il est d'ailleurs très significatif qu'à cet endroit, c'est un mot hébreu qui vient sous la plume d'Arendt, le mot chouv, qui en hébreu veut dire revenir, voire se repentir, comme s'il ne pouvait pas y avoir de vie morale sans remémoration. Par la langue ensuite, donc la quête de la pensée passe ensuite par la langue, avec ce qu'Arendt appelle des mots de pensée dans La vie de l'esprit, qui nous donnent accès, dès les conversations courantes, à des réalités invisibles, comme par exemple les mots vérité ou divinité, mais aussi les mots justice, courage ou liberté, dont le registre est normatif et qui n'ont de sens que comme des modalités fondamentales des relations interhumaines. Face au mal lui-même, en tant qu'il arrive à autrui, ou en tant que je peux en être moi-même la cause, en quoi la pensée est-elle concernée? Il ne s'agit pas ici de rédiger une thèse sur un objet général qui serait le mal, ou de penser le mal. Ou alors, si on emploie cette expression, il faut tout de suite préciser que penser le mal, c'est toujours en premier lieu distinguer le bien du mal, en tout cas dans les termes d'Arendt. C'est dire ceci est mal ou ceci est juste. Formulations par lesquelles on énonce en même temps une particularité et une généralité. Le mal, le juste, ne relève pas d'un savoir préalable, comme si on avait des concepts que l'on appliquerait au cas particulier. Nous ne savons ni ce qu'est le bien, ni ce qu'est le mal, et pourtant, nous sommes requis pratiquement à les distinguer, à juger. C'est pourquoi la quête d'Arendt la conduira à se demander comment l'activité de pensée intervient dans les opérations de jugement, ou encore quel geste mental est inhérent à l'activité de pensée en tant que condition de possibilité du jugement qui porte toujours sur des cas particuliers.
je vais me concentrer ici sur un préalable requis à la mise en mouvement du jugement. C'est-à-dire, je ne vais pas développer sur la question du jugement, mais simplement me concentrer sur un préalable, à savoir une capacité d'éprouver soi-même le mal, qu'il soit celui qui arrive aux autres, mais aussi, c'est très important, celui que j'ai commis moi-même. Épreuve qui recouvre non de la douleur, qui correspond au mal qui m'est fait à moi-même, mais à différentes sortes de déplaisirs, comme de la répulsion, si je suis mis en situation d'avoir à mettre moi-même la main à la pâte, et qui fait dire à certains « je ne peux pas », soit du dégoût de soi-même ou de moi-même, si je reconnais en être moi-même la cause, soit encore la pitié à l'égal du mal qui ne m'est pas directement fait à moi, mais à autrui. C'est comme si l'affect recelait une précompréhension qu'il va s'agir d'articuler par la suite, car il n'est embrayeur de pensée, c'est-à-dire quête de signification, qu'à la condition de susciter ce qu'Arendt appelle la faculté d'imagination, au sens d'un transport qui nous oriente mentalement là où nous ne sommes pas. La pitié, en l'occurrence, est particulièrement significative de ce transport. C'est en elle que la dimension pensante de l'affect est la plus manifeste, et Rousseau l'a très bien identifié lorsqu'il écrit « Ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons, et nous ne le ressentirions pas sans l'imagination qui nous transporte en dehors de nous-mêmes, en nous identifiant à l'être souffrant. » Et Rousseau ajoute « Celui qui n'imagine rien ne sent que lui-même, il est seul au milieu du genre humain. » Revenons à Eichmann à Jérusalem. Dans ce livre, Arendt, et David Cesarani le dit aussi, donc Arendt montre qu'Eichmann n'a pas été sans éprouver une espèce de pitié qui se manifeste chez lui par un malaise physique. Mis en présence de l'horreur des fusillades des Einsatzgruppen sur le front de l'Est, il est pris de tremblements, ses genoux flanchent. Mais ce malaise ne dure pas, car il a pu se rattraper grâce à un des nombreux prêts-à-penser inventés en particulier par Himmler, qui consistait à retourner sur soi-même l'affliction que l'on ressent pour les autres. Eichmann déclare ainsi au commandement local des SS ceci: « C'est terrible que de jeunes Allemands soient ainsi transformés en sadiques. » Ces mots ailés, comme dit Eichmann, lui permet une double mise à distance. Tout d'abord, une mise à distance de sa propre pitié pour les victimes, en la réservant à ceux à qui il s'identifie comme Allemands. Deuxièmement, mise à distance de lui-même par rapport aux Einsatzgruppen, car son activité n'était pas de fusiller lui-même. Il arrive bien quelque chose aux victimes, c'est un fait objectif, mais pas par moi, Eichmann. Et si la question se pose de sa propre implication dans l'extermination, quand il organise les transports vers les camps de la mort, elle ne sera pas vue comme la participation à un meurtre collectif, mais comme un devoir à accomplir pour réaliser une tâche historiquement grandiose. Pour Eichmann, il ne suffit donc pas d'évacuer la pitié humaine trop humaine, mais d'investir avec joie et fierté cette absence de pitié. Voilà un des symptômes par lesquels Arendt reconnaît qu'Eichmann est toujours nazi. Froideur glaçante d'un côté, glorification personnelle d'avoir participé à quelque chose d'historique, de grandiose, d'unique, qui arrive une fois en 2000 ans. Ça, c'est dans Eichmann et Jérusalem. Arendt donne un autre exemple de cela, tiré d'une histoire racontée par Ernst Junger, dans un entretien de 1964 qu'elle eut avec l'historien Joachim Fest. Il s'agit d'un paysan de Poméranie qui reçoit des prisonniers de guerre russes sortant d'un camp épouvantablement affamé. Le paysan dit « Ils se comportent comme du bétail, ils se précipitent sur la pâtée des chiens pour la bouffer. On voit bien que ce sont des sous-hommes. » En d'autres termes, ce paysan voit l'état dans lequel ces prisonniers sont mis, mais d'une part, il ne se laisse pas affecter par leur misère, et d'autre part, il ne cherche pas le sens que ce comportement a pour eux. Au lieu de ça, il interprète ce comportement à partir d'une idée toute faite des bonnes manières, une idée banale, somme toute, cette banalité venant faire obstacle à la souffrance, à la reconnaissance de la souffrance de l'autre,
qui auraient pu le conduire à s'interroger d'où venait leur état. Dans le cas d'Eichmann, l'évacuation de la réalité concerne prioritairement le refus de considérer ses propres actions comme étant responsables du mal extrême infligé aux Juifs. À ce propos, Arendt affirme qu'Eichmann savait, he knew, très exactement ce qui leur arrivait, à ceux dont il organisait la déportation, mais qu'il ne réalisait pas, he did not realize, que ce qu'il faisait avait un rapport avec ce qu'il savait. C'est ici qu'intervient le banal, c'est-à-dire ce à quoi je me prête sans le réfléchir, sans le penser, et qui recouvre beaucoup de choses. Les clichés, bien sûr, les euphémismes, mais aussi toutes sortes de préoccupations liées à une fonction. La satisfaction d'avoir bien accompli sa tâche, les rivalités bureaucratiques, la technicité, voire sa propre inventivité dans ce cadre, les plaintes que l'on peut formuler devant les obstacles que l'on rencontre, mais aussi toutes les qualités et tous les défauts qui sont ceux que l'on a en tant qu'homme ordinaire. Eh bien, en soi, cela n'est pas criminel. Et Arendt ne prétend jamais que nous avons chacun un Eichmann en chacun de nous, prêt à se lâcher dès qu'on lui en donnerait l'occasion. Ce n'est que quand toute cette banalité vient s'articuler à la réalisation du mal, pour en désamorcer l'horreur, qu'elle devient la terrible, l'indicible, l'impensable banalité du mal. Et que loin d'être rassurante, comme dans la vie quotidienne, cette banalité est au contraire terriblement inquiétante. Ce n'est pas que la banalité masque le mal, c'est surtout dans le cas d'Eichmann qu'elle lui en permet l'effectuation, qu'elle lui permet d'œuvrer avec zèle à ses crimes sans en ressentir la monstruosité. Dans Eichmann à Jérusalem, Arendt le fait très souvent sentir lorsqu'après avoir énoncé les incroyables clichés et autres platitudes par lesquelles Eichmann prétend décrire ses propres activités criminelles, elle fait immédiatement suivre cela du rappel de ce que ces activités ont été, non pour lui, mais pour ses victimes. La plupart du temps, elle le fait, mais pas toujours, parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu le faire des centaines de fois, à chaque fois que l'on entendait une de ces platitudes. Par exemple, quand Eichmann évoque ses activités à Vienne en 1938, il raconte comment, je cite Eichmann cité par Arendt, il est, dit-il, entré en conseil avec lui-même pour accoucher d'une de ses idées qui, selon lui, rendrait justice aux deux parties. On n'a pas le temps de s'attarder sur le côté grotesque d'une telle formulation, mais il est clair que c'est cela que Arendt, c'est à partir de ce genre de formulation que Arendt éprouve le grotesque du personnage d'Eichmann. Mais la fonction de ces platitudes, de ces banalités, d'une certaine manière, est de scotomiser le réel des Juifs eux-mêmes, c'est-à-dire le réel du point de vue des victimes, à savoir leur expulsion violente d'Autriche, sommés qu'ils sont de quitter le pays dans les 15 jours, à moins de se retrouver en camp de concentration. Ou encore, évoquant la façon dont Eichmann parle des opérations de déportation des Juifs de Hongrie en 1944, qui, dit-il, se sont déroulées, je le cite, comme dans un rêve. Et Arendt précise aussitôt ce qu'elle a signifié pour les victimes, je la cite, un cauchemar inimaginable. Nulle part ailleurs on ne déporta et extermina tant de gens en si peu de temps. En moins de 2 mois, 147 trains transportant 4351 personnes dans des wagons de marchandises plombés, à raison de 100 personnes par wagon, quittèrent le pays et les chambres à gaz d'Auschwitz avec grand-peine à absorber une telle multitude. Je crois que là, Arendt fait très bien comprendre ce qu'est la banalité du mal, c'est-à-dire, d'une part, un type qui dit « ça s'est déroulé comme dans un rêve », et d'autre part, la description très très précise de ce que ce rêve a été pour les Juifs, c'est-à-dire un véritable cauchemar. D'un bout à l'autre de son rapport, Arendt est frappée par l'étrange mixte de froideur glaçante et de démesure affective, de moments d'euphorie, à chaque fois qu'il place un de ses clichés, jusqu'au moment suprême de son exécution, ou lorsqu'il se souvient de sa joie au travail, donc euphorie, mais aussi de colère, d'indignation, qui exploseront surtout lors de la confrontation avec l'avocat général,
à laquelle, il est vrai, Arendt n'a pas directement assisté. C'est là un des arguments souvent opposés à Eichmann à Jérusalem, qui est répété un peu partout maintenant, à savoir que Arendt, n'ayant assisté qu'à une partie du procès, elle n'a vu que le petit bureaucrate terne, qui est un personnage de composition pour se faire passer pour un innocent, et qu'elle aurait raté l'Eichmann de la deuxième partie du procès, pugnace et combative face à l'avocat Hausner. Alors, à partir des transpositions écrites du procès, Arendt évoque la session 86 du 5 juillet, qui concerne le moment particulièrement accablant où Eichmann prit sur lui d'accélérer les déportations, malgré l'ordre contraire d'Himmler. À cette séance, donc, à laquelle Arendt n'a pas assisté, c'est vrai, la défense cite un témoignage recueilli en Allemagne, celui de Kurt Becher. Aujourd'hui, je cite Arendt, aujourd'hui marchand prospère de Brême, alors vieil ennemi d'Eichmann et proche de Himmler. Becher était un officier SS venu à Budapest en 1944 pour prendre le contrôle des principales entreprises juives dans le dos du gouvernement hongrois et en échange permettre aux propriétaires de quitter librement le pays, non sans mettre la main sur des sommes considérables en devises étrangères. Travaillant à partir des transcriptions du procès, Arendt relève que ce témoignage suscite, je la cite, la colère d'Eichmann, apprenant cette Schweinerei, saloperie, expression d'ailleurs typiquement nazie. Si elle avait assisté à l'audience, Arendt aurait peut-être noté ce que note Joseph Kessel, assistant à cette même audience. Kessel, interrompant ce qu'il décrit par ailleurs comme une indifférence soigneusement étudiée, eh bien, il remarque, il est frappé, comme tous ceux qui ont assisté, que l'accusé, débordé par le retour de l'ancienne colère, sort de ses gonds. Et là, il a l'impression, Joseph Kessel, d'une réincarnation de l'Eichmann de l'époque. Il écrit « Ses lèvres ne se brisaient plus en crispations nerveuses, elles étaient nettes, impitoyables, ses yeux n'étaient plus atones, un feu cruel et fixe y brûlait, la vieille vanité, la vieille fureur se rallumait tout à coup. » Alors effectivement, on va dire, voilà, Arendt n'a pas vu ça. Elle a vu que le petit bureaucrate terne dans la première partie, mais elle n'a pas vu Eichmann, effectivement, en colère, etc. Effectivement, mais il faut, quand on lit l'audience du procès, il faut comprendre pourquoi il s'est mis en colère à ce moment-là. Parce que Joseph Kessel suppose que là, il a affaire à l'antisémite Eichmann, chez qui la haine antisémite est en train de se réveiller. Mais en fait, qu'est-ce que Eichmann dit à cette audience, ce jour-là? Il dit ceci, et il est en colère à évoquer lui-même ce souvenir. Il dit « Comment? Voilà un individu qui n'avait rien à voir avec la police et qui voulait me donner des leçons, un homme des affaires économiques qui osait intervenir dans mon service, empiéter sur mes fonctions, qui avait l'impudence de m'apporter des ordres, à moi spécialiste depuis 1939, à moi expert des affaires juives. Ah non, je ne pouvais pas le laisser faire, je n'allais pas accepter cela. Vous devez comprendre, s'adresse-t-il à l'audience à Jérusalem, parce qu'il veut quand même qu'on le comprenne, vous devez comprendre mon indignation, ma colère. Arendt relève qu'Eichmann s'est laissé, et Arendt, dans Eichmann à Jérusalem, relève aussi qu'Eichmann s'est laissé emporter par une indignation du même type, lorsque, apprenant qu'un convoi devait partir de Bordeaux le 15 juillet 1942, que ce convoi avait dû être annulé, et là je cite Arendt, parce qu'on n'avait pu y trouver que 150 juifs apatrides, et que là, Eichmann avait explosé, en arguant que faire partir ce train était une question de prestige, pas aux yeux des Français, mais à ceux du ministère des Transports, qui pourraient se faire de fausses idées quant à l'efficacité de son appareil. En d'autres termes, ces passages n'affirment pas, mais au contraire confirment l'hypothèse d'Arendt, selon laquelle ce sont toujours des incidents qui touchent à ses fonctions, empiètement de compétences, prestige de bureau, qui font sortir Eichmann de ses gonds,
toute réaction parfaitement banale dans toutes les bureaucraties. Je vais terminer maintenant. Je dirais que ce qui est arrivé à la pitié chez les nazis et chez Eichmann en particulier, est emblématique de ce qu'Anne-Marie et moi avons appelé le pervertissement totalitaire, avec tous ces dispositifs de torsion, de retournement, de captation de la spontanéité humaine, indispensables à prendre en compte quand on a affaire à un haut responsable SS comme Eichmann. Parce que Arendt, d'un bout à l'autre de son livre, sait très bien et le dit que Eichmann n'est pas un petit bureaucrate ordinaire, mais que c'est un haut responsable SS nazi. Maintenant, il faut arriver à détecter quelle est exactement sa place dans la hiérarchie nazie. Mais il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'un SS pour Arendt. Maintenant, pour terminer, et pour éviter tout malentendu aujourd'hui, parce qu'il faudra avoir le temps de le développer, il faut tenir compte de tout ça, c'est-à-dire des conditions totalitaires dans lesquelles se déroule l'activité d'un Eichmann. Il faut tenir compte de tout ça, tout en tenant bon sur la culpabilité d'Eichmann, qui suppose toujours qu'il aurait pu faire autrement. En cela, la justification en termes de rouage dans la machine est bien celle d'Eichmann et de son avocat, et globalement de tous les nazis qui ont été jugés, mais contrairement à ce qu'on lui attribue souvent, Arendt ne défend à aucun moment une telle idée. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre intervention, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Donc, après l'intervention d'Arthur Geisenberg, nous ferons un petit débat, une discussion avec ça.